Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 27 mai 2021 et on attaque, mon micro fonctionne, oui, on attaque tout de suite. Si je trouve le générique, tac 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 tac, il est là. Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans le Mug Now Tech. Salut Jinai et merci à toi pour ton abonnement. Merci pour ton 3e mois d'abonnement, ça régale, ça fait plaisir. Salut DJ Dactylo, salut Sultan, salut Volkingzer, Pierre Rousse, bonjour à tous, bienvenue. Voilà, si ça ne tenait qu'à moi, je ferais tous les pseudos, mais on passerait l'émission à faire les pseudos. En tout cas, bonjour à tous, merci d'être de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous suivre sur Twitch et sur le Mug. Ça régale, c'est vrai que ça régale, parce que la transition n'a pas toujours été facile vers Twitch. On sait que Twitch n'est pas forcément parfait pour tout le monde, mais nous on est très contents, et j'avoue que c'est très chouette pour nous. Bonjour à tous en tout cas, salut et bienvenue dans le Mug. Coucou Jérôme qui est dans le chat aussi, de retour à Toulouse, tout à fait, très content d'avoir été négatif Covid de A à Z, parce que c'est vrai que avec le train, avec les transports et tout, j'avoue que j'ai un peu serré les fesses, mais non, tout va bien, je me suis refait tester en arrivant à Toulouse et je suis bien négatif, donc je suis passé au travers du filet et ça fait plaisir. C'est noté Samuel, effectivement. Aujourd'hui, dans le Mug Now Tech, on va parler de pas mal de choses dans le Kawa. On va parler d'Amazon qui a racheté MGM. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez très vite capter. On va parler de l'USB-C qui reçoit une mise à jour. On va parler de Microsoft, du Mac Mini M1X, incroyable. On va parler de Fuchsia aussi. Vous allez voir que c'est assez fou ce qui se passe. On va parler d'un dealer aussi, histoire incroyable que Jérôme m'a partagé hier soir. Effectivement, il faut qu'on le fasse dans le Mug. Un dealer qui s'est fait arrêter grâce à une photo de sa main. Vous allez comprendre très vite. Et surtout, et ça régale, on va parler de cache investigation, parce que votre cher Guillaume Slash, hier soir, déjà il a eu une petite fin de presta photo, il a discuté avec un client jusqu'à 22h, c'était trop bien, et 22h, il a dit, je me suis dit, je parle de moi à la 3e personne. Vraiment l'ego de ce mec, non mais... Et j'ai mon téléphone qui fait des interférences incroyables. Non, et en fait, je me suis dit que j'allais regarder le cache investigation justement sur les données personnelles. Donc, on va en parler à la fin de l'émission, dans la tartine. On va parler de ce cache investigation. Vous me direz ce que vous en avez pensé si vous l'avez regardé. Je vous ferai un petit récap et je vous donnerai un peu mon ressenti et mon avis sur l'émission. Parce que vous verrez, voilà, je vais pas spoiler, vous verrez à la fin de l'émission. Je vous propose qu'on attaque sur le Kawa, pas mal de news aujourd'hui, et ça va être chouette, let's go. Bonjour à toi Ulrich Rosier qui est dans le chat, le grand big boss de Numérama et de Frandroid et de tout ça. Merci à toi d'être là Ulrich, ça régale. Merci Macalga pour ton réabonnement. Ouais, on va attaquer et on va parler d'Amazon et de MGM. Merci pour vos abonnements, ça régale, merci à tous. On va parler du deal qui va tout changer à Hollywood. En vrai, c'est une news très Marion, hein. Clairement. C'est une news que Marion aurait pu complètement traiter, mais le timing n'était pas le bon, hein, bien sûr. Le géant du e-commerce, donc Amazon, rachète pour près de 7 milliards d'euros la mythique MGM, une opération gigantesque qui pourrait rebattre les cartes dans le match face à Netflix et Apple TV. Quel symbole ce rachat, parce que Amazon vient de mettre la main sur MGM, moi je ne savais pas ce que c'était, c'est Metro-Goldwyn-Mayer, c'est le studio hollywoodien. Je vais vous montrer une image, vous allez capter, vous savez le lion là qui rugit, qui fait et qu'on voyait sur beaucoup de films. Cette image-là. Bon, ils ont mis la tête de Jeff Bezos, bien sûr, mais si je vous montre ça, voilà, là, ça vous parle peut-être un petit peu plus. Ouais, James Bond, exactement, Kiko Photobie. Effectivement, c'est le MGM, c'est ceux qui ont James Bond et d'autres licences. Donc oui, MGM, le studio hollywoodien, au mythique lion rugissant et son catalogue de films et de séries parmi les plus...
Oui, le catalogue le plus riche du monde. Montant de l'opération, donc 8,45 milliards de dollars pour 6,9 milliards d'euros si on fait, bien si on met en euros. Voilà. Les studios MGM, bien sûr, c'est un pilier du cinéma américain en 100 ans, parce que ça a été créé en 1924, et on est... Voilà, donc ça fait presque 100 ans. Le groupe au célèbre Lyon a produit plus de 4000 films et à peu près autant d'épisodes de séries avec des cartons planétaires. Et en mettant bien sûr la main sur MGM, Jeff Bezos, le fameux, fait coup double. Et c'est ça qui est intéressant, de comprendre la stratégie de pourquoi il rachète. Il s'offre l'un des plus beaux studios de la planète, qui compte plusieurs milliers de salariés et pèse plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, bien sûr. Et aussi, il met la main sur un catalogue particulièrement riche. Des franchises comme James Bond, Robocop, Rocky, bien sûr Rocky Balboa, évidemment, ainsi que des séries comme Stargate ou Fargo. On fait des bisous aux fans de Stargate dans le chat. Moi, j'avoue que je ne suis jamais rentré dans la série. L'idée, c'est bien sûr de concurrencer aussi tous les concurrents, Netflix, Disney, avec Amazon Prime Video. Alors après, ça pose des questions quand même, ce rachat au niveau de pratiques anticoncurrentielles, parce que c'est vrai que des grosses sociétés type GAFAM qui rachètent certaines énormes entreprises, on commence à avoir vraiment de plus en plus des entreprises, comme les GAFAM, qui ont plein d'entités différentes, plein de trucs, et c'est vrai qu'au niveau de la concurrence, ça pose des questions. Moi, par exemple, c'est vrai que quand j'ouvre l'application Disney pour regarder des trucs, en ce moment, je me refais toute la série des Avengers et tout ça, là. C'est vrai que quand tu vois que Disney, ils ont Star Wars, Marvel et plein d'autres trucs, t'es là, ah ouais, quand même, niveau... ça crée des gros packages et ça... Moi, je suis pas forcément très très convaincu que c'est une bonne chose pour certaines industries d'avoir effectivement une maison mère qui possède tout, parce que bon, voilà quoi. Je pense que ça ne motive... Si tout est sous une maison mère, je pense que ça ne motive pas les différentes entités à se challenger. Un peu de concurrence, c'est bien aussi, surtout dans le modèle économique qu'on a. On peut critiquer plein de trucs, mais c'est vrai qu'un peu de concurrence, quand même, en général, c'est un minimum sain et important pour que des sociétés ne se reposent pas sur leur laurier, pour éviter de faire gonfler les prix, pour tout ce genre de raisons. Salut Xorion, Cultura... DDCT qui dit que tu es là grâce à Micode. Eh bien, bienvenue à toi. Distinct, bonjour Guillaume, c'est l'heure du petit-déj et de Nowtech. Eh bien, bon petit-déj, bon appétit. Alors, qu'est-ce que vous pensez du rachat ? C'est vrai que, alors, voilà, au-delà du côté anticoncurrentiel, après, moi, j'ai pas grand-chose à en penser au-delà de ça, parce que je suis pas un expert dans l'industrie cinématographique, mais c'est vrai que c'est un sacré rachat, quoi. 7 milliards d'euros... 8,45 milliards de dollars, c'est énorme. C'est fou à quel point les GAFAM grossissent. Ouais, moi ça m'inquiète un petit peu quand même. Soyons honnêtes. Merci The Powler pour ton réabonnement, 12 mois. Merci, joyeux anniversaire de réabonnement. On ne dit pas encore GAFAMT avec... T'as raison, Hibou, effectivement, on dit les GAFAMT. Parce que le Twitch Achat est bien sûr la sixième entreprise, bien sûr. Merci Slix pour ton réabonnement. En attendant, nos Disney, ni Amazon, ni Netflix ne possèdent Nowtech. Moi, c'est vrai. C'est vrai. Nous, on veut rester indépendant, Nowtech. Voilà, on ne cédera pas aux sirènes de l'argent facile des GAFAM. De toute façon, le Twitch Achat, bien sûr, génère tellement de moula que nous n'avons pas besoin d'un tel rachat. C'est pour les entreprises, c'est pour les manants de se faire racheter par les GAFAM. Nous, sur Nowtech, on n'a pas besoin. De toute façon, sur Nowtech, on parle d'Apple. C'est bon, ça génère la moula. Jérôme va me détester. Merci, Johan. C'est cool, vous régalez ce matin. Merci pour vos abonnements. Du coup, des programmes étant sur Netflix vont être retirés. En général, ce qui se passe quand il y a des rachats, c'est que ça met quelques années avant que les droits soient complètement cédés. C'est pour ça d'ailleurs que tu as des films qui ne sont pas encore migrés. Typiquement, le premier Iron Man, pour reprendre mon exemple, parce que je remate tout en ce moment, le premier Iron Man n'est pas sur Disney+. Il est encore, je crois, les droits sont à Canal, je crois. Voilà. Voilà. C'est comme quand Disney a racheté la Fox, ça pose un certain problème concernant la concurrence et les libertés que peuvent prendre ce genre de studio. Ouais, moi je suis un peu mitigé. Voilà, on sait dans l'histoire de l'économie mondiale, mais surtout américaine, qu'il y a des entreprises qui ont commencé à devenir bien trop grosses et qui se sont fait démanteler. C'est l'entreprise de tabac
J'ai un trou de mémoire, je ne sais plus comment ça le chat aidez-moi, mais il y a une des entreprises les plus connues, Twitch, c'est Amazon, ouais, c'est Amazon derrière, ouais. Une des entreprises les plus connues de tabac qui, c'est M6 qui a les droits d'Iron Man. OK. OK, OK. C'était Rockefeller, ouais, c'était ça, il me semble? JPEG au kilomètre? Marlboro? Non, 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 c'est Rockefeller, je crois, qui commençait à avoir énormément d'entreprises en fait. Enfin, ils commençaient à avoir énormément de branches d'entreprises et ils se sont fait complètement démanteler. C'était Philip Morris, peut-être. Je sais plus. Il me semble que c'était ça. Non, c'est pour le pétrole. Vous avez raison, c'est pour le pétrole et c'était Rockefeller et c'est Rockefeller pour le pétrole. Ouais, on voit Rockefeller antitrust. La loi antitrust aux États-Unis, droit de la concurrence. Il me semble que c'était bien Rockefeller qui avait. Il y avait un schéma, j'avais une image que j'avais vue de Rockefeller où on montrait toutes les branches qu'ils avaient rachetées, développées. Et effectivement, c'était quand même assez inquiétant. Est-ce que c'était cette image-là? Ah, je crois que c'était. Ouais, c'est ça, c'est cette image. On va la montrer. Je vous la montre pour la culture. On part un peu dans les graviers, mais c'est vachement intéressant pour votre culture, bien sûr. Il me semble que c'est cette image-là. C'est cette image-là où en haut c'était Rockefeller qui possédait toutes ces industries-là, plein d'industries effectivement d'essence en fait. Et le problème de ça, c'est qu'évidemment, bah, enfin, il n'y a pas de concurrence quoi. donc forcément, bah, tu fais ce que tu veux avec les prix, tu fais ce que tu veux avec le marché. Standard Oil. Standard Oil, ok, donc c'est pas Rockefeller qui était gravier, ok, mais gravier culture, exactement. Ouais, ok. Voilà, bon, ça vous montre un petit peu effectivement que dans l'histoire de l'économie américaine, il y a déjà eu des choses comme ça, hein. Donc, encore une fois, ne pas croire que les GAFAM sont invincibles et tout. Moi, je pense je vous l'ai déjà dit, mais je pense qu'on est à l'aube d'un changement assez violent sur les GAFAM, sur le fait qu'ils commencent à être trop puissants. Il y a déjà Facebook qui s'est pris des gros taquets. Alors, c'est pas encore assez violent pour les faire tomber, mais c'est assez violent pour les faire trembler. Il claque des dents, hein, Mark Zuckerberg. Croyez pas qu'il est content de ce qui se passe en ce moment. Rockefeller, c'est Standard Oil. Merci pour la précision. Ok. C'est vrai que, bon, je vous avoue entièrement que j'ai pas suivi l'histoire plus que ça. Juste, j'étais tombé dessus il y a longtemps, un peu au détour de je sais plus trop quoi d'ailleurs. Peut-être même d'un live. Mais voilà, ouais, c'est ça. Standard Oil qui possédait beaucoup trop d'entreprises donc dans le début du XXe siècle et qui se sont pris des taquets du gouvernement américain. AT&T s'est pris un démantèlement aussi, ok. Les lois antitrust, ouais, les lois anticoncurrentielles. Oui, non, les lois de protection de la concurrence. La MGM allait mourir, tout à fait, Victory. C'est ce qui est précisé dans l'article, c'est que la MGM, il faut bien comprendre aussi, le rachat intervient à un moment intéressant pour la MGM parce que la MGM était au bord de la faillite, hein. Elle a été reprise plusieurs fois par plusieurs fonds d'investissement, mais ils n'ont jamais réussi à relancer la machine, surtout parce que en fait, en face, il y a tous les services face aux GAFAM, en fait, Amazon, Apple, Netflix et tout, ils avaient eu du mal, la MGM, à faire quelque chose de viable. Voilou. On va avancer. Et c'était un article intéressant, je trouve très intéressant. Même si j'avoue que j'aurais bien aimé que ce soit Marion qui le débriefe, parce qu'elle est un peu plus experte que moi sur ces sujets-là. Nous allons parler, mesdames et messieurs, accrochez-vous à vos sièges. Nous allons parler de l'USB type C 2.1. Alors là, ouais, c'est ultra sexy, hein, dit comme ça. Pas du tout. Non, l'USB-C 2.1 qui vient d'arriver. Et qu'est-ce que cet USB-C change? Eh bien, je ne vais pas vous faire tergiverser plus longtemps. L'intérêt de l'USB-C 2.1, c'est de proposer une alimentation électrique jusqu'à 240 watts. Et là, il y en a qui vont dire « Waouh, mais ça va faire péter nos machines et tout ». Non, a priori, ça devrait quand même aller, parce qu'il faut que ça soit compatible et tout. Mais en gros, l'idée du 2.1, c'est qu'aujourd'hui, la limite qu'on a sur notre USB type C, c'est du 100 watts.
Alors 100 watts, c'est suffisant pour des ordinateurs portables, pour des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des machines, on peut même penser à des ordinateurs fixes, qui pourraient, il pourrait y avoir un gros intérêt à monter jusqu'à 240 watts. Eh bien, cette nouvelle norme pourrait permettre d'augmenter la puissance. Voilà, notamment certains ordinateurs portables pour joueurs ou ceux qui ont des moniteurs 4K, donc des moniteurs qui peut-être ont des besoins en énergie supérieure. Bon, après, le fait que ça soit 4K change pas grand... Enfin, c'est pas le fait que ça soit 4K qui augmente la puissance électrique, mais voilà, bref. Non, mais en tout cas, effectivement, on peut toujours avoir besoin d'un petit peu plus de puissance dès qu'on commence à avoir des machines plus évoluées. Et donc, voilà, USB type C 2.1 qui devrait proposer plus de puissance. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, c'est une brève, hein. Mais voilà, on ne sait pas encore s'il y aura une indication sur les câbles et sur les prises USB type C 2.1 pour indiquer leur compatibilité. C'est vrai qu'après, on peut quand même critiquer un peu l'USB-C dans le sens où c'est un méga bordel. Moi, j'ai des câbles USB-C dans un tiroir. C'est toujours l'enfer de savoir si le câble USB-C il est compatible avec du Thunderbolt, il n'est pas compatible avec du Thunderbolt. Alors, les Thunderbolt ont l'avantage d'avoir une petite icône d'éclair, donc ça les rend vachement distinguables. Mais c'est vrai que par rapport à l'USB, à l'USB tout court, des fois on ne sait pas si c'est du 2.0, si c'est du 3.0 au niveau de la vitesse de données, si c'est du 3.1, puis on va vachement confondre aussi l'USB 3.1 qui est la vitesse de transfert avec l'USB type C 2.1 qui est le connecteur. Alors attendez, ouais c'est ça qui fait des interférences, je sais pas où mettre l'oreillette pour que ça arrête de faire blablabla. On va essayer de la mettre là. Non, ça refait des petites interférences. Ah, c'est chiant. Si, on va faire ça. Attendez. Tac. Bon, en tout cas, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu le foutoir, très honnêtement. Quand j'essaie d'expliquer aux gens que le câble USB-C qui charge le MacBook, il transfère pas les données, gros bordel, c'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est que t'as plein de trucs différents dans l'USB-C. T'en as qui transfèrent des données, t'en as qui transfèrent énormément d'énergie, t'en as qui font les deux en même temps, t'en as qui font aucun des... Non, c'est pas vrai, aucun des deux, ça n'existe pas. Mais c'est un peu relou. 3.0, c'est bleu. Ouais, mais des fois, c'est pas indiqué. C'est sûr que ça vaut pas le Lightning. iMac, tu cherches la bagarre. Le pire, c'est les câbles d'alimentation USB-C non data, bridés en USB 2. Ouais, non, mais c'est un foutoir. Bon, en tout cas, voilà. Il y a une nouvelle norme USB type C 2.1 pour plus de puissance. Vous le saurez. Et puis voilà. Non, mais j'ai pas grand-chose à dire de plus. Hein. C'est juste, voilà, 240 watts au lieu de 100 watts. Pourquoi pas? C'est pour ça que certaines marques n'acceptent que le chargeur de leur marque. Ouais, tout à fait, Vaia. C'est pour ça aussi que tu as des chargements très lents des fois ou des chargements très rapides. Enfin, ça dépend de plein de trucs. Le truc à regarder, en fait, c'est... le conseil en général, c'est d'essayer de garder le câble qui vient avec le chargeur. Et regarder la puissance indiquée sur les blocs, en fait. En sachant aussi que la puissance s'adapte sur des blocs d'alimentation. Vous n'allez pas balancer du 100 watts sur votre smartphone. À moins qu'il soit prévu pour, mais en général non. C'est parce que si vous balancez du 100 watts sur un smartphone, vous allez le faire péter. Et vous pourrez pas en fait. Normalement, tout s'adapte pour que ça réduise la puissance. C'est pour ça que vous pouvez brancher un chargeur de MacBook, donc un chargeur de MacBook Pro qui normalement est à 65 watts, je crois, un truc comme ça, 85 ou 65. Vous pouvez le brancher à un smartphone en USB-C. Votre smartphone, il va très bien aller. C'est comme le câble d'iPhone. Si t'as pas le câble d'origine, tu peux pas transférer tes données. Ouais, ou des câbles certifiés pour iPhone, la MFI, me semble. 96 watts, c'est sur les MacBook Pro 16 pouces, il me semble, 96 watts. Il y a des smartphones 95 watts aujourd'hui, oui, mais c'est pas le plus courant. Mais vous avez raison, tout à fait. Ne prenez pas des câbles à 1 euro, tout à fait, Ulrich. Tu as complètement raison. 61 watts, le chargeur du MacBook Pro, c'est pour le 13 pouces, il me semble. Qu'est-ce que t'as dit, Originally Strange? Prochaine génération d'USB, recharger sa Tesla. ouais, tu peux le voir un peu comme ça, ouais. Ce serait marrant. T'imagines en USB-C? Bon. En vrai, non, ça me rassurerait pas de brancher en USB-C ma Tesla. Enfin, ma Tesla. J'ai pas de Tesla, mais si j'ai une Tesla un jour, quoi. C'est quand même sympa d'avoir un unique câble USB-C. Oui, non, mais c'est génial. C'est trop bien. Mais c'est vrai que pour monsieur et madame tout le monde, c'est un peu compliqué de suivre un peu le bousin. Bref, sans transition, nous allons parler d'une news qui en fait ne contient pas tant d'infos que ça.
Mais, mais bon, je vous en parle parce que sinon on va nous traiter de pro-Apple. Non, en plus j'en parle parce que ça m'intéresse. Merci Joey Sidewinder pour ton réabonnement. Merci à toi et merci Freddy San aussi. Merci de soutenir l'émission. Si vous êtes sub, vous pouvez rejoindre notre Discord des contributeurs. Hein, donc n'hésitez pas à faire la manipulation. Vous rejoignez le Discord, vous avez accès à un vide-grenier avec des produits qu'on vend. Vous pouvez vendre vos propres produits sur le Discord. Vous pouvez discuter avec la communauté. Il y a plein de gens qui discutent. Hein. C'est pas un Discord mort de youtubeurs clichés. Non, non, il y a vraiment du monde, donc c'est très cool. Donc n'hésitez pas à venir. J'ai encore mes interférences. Je vais mettre le téléphone là, tant pis. Voilà. On va parler de Microsoft. Microsoft qui va dévoiler la plus importante mise à jour de Windows de la décennie. Microsoft prépare donc la mise à jour, la plus importante mise à jour de Windows. C'est en ces termes que Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a terminé sa keynote d'ouverture. Oui, parce qu'il y avait la Microsoft Build, il me semble, récemment là. Il y avait la conférence annuelle Build, on en a très peu entendu parler. Déjà qu'on a couvert sur Nowtech la conférence de Google et c'était d'un ennui mortel. On ne s'est pas chauffé avec Jérôme en disant bon, voilà, on va pas couvrir le truc de Microsoft, vraiment, on n'est pas chaud. Mais voilà, bon bref, on vous fait quand même un petit article. Donc il va y avoir la prochaine génération de Windows. Je cite, « Nous annoncerons bientôt l'une des plus importantes mises à jour que Windows ait connues de ces 10 dernières années pour créer de meilleures opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs. J'ai pu la tester au cours des derniers mois, je suis incroyablement ravi par la prochaine génération de Windows. En même temps, tu vas pas dire que c'est de la merde, bien sûr. Voici la promesse que nous vous faisons, nous allons créer plus d'opportunités pour tous les développeurs Windows dès aujourd'hui et nous accueillerons tous les nouveaux créateurs à la recherche de la plateforme la plus récente, innovante et ouverte pour distribuer et monétiser leurs applications. Nous avons hâte de pouvoir vous en dire plus très bientôt. » Voilà, bon. Ok. Je vous avoue que je suis pas convaincu. Le Microsoft Store, ça a jamais pris. Et je pense qu'un des gros problèmes de Windows, c'est qu'en fait, les gens sont trop habitués à installer leurs applis eux-mêmes, en fait. Enfin, via des .exe ou autres. Personne passe par le Microsoft Store. Genre, vraiment, personne. Enfin, désolé, hein, Microsoft, mais vraiment, genre, personne fait ça. Et je pense que ça changera pas. J'y crois pas une seule... À moins que Windows hard block les .exe, mais j'y crois pas une seule seconde. L'annonce de Satya Nadella semble confirmer la récente rumeur concernant l'arrivée d'une nouvelle version du Microsoft Store. En fait, c'est ça qui risque d'évoluer. Outre une nouvelle interface, la firme de Redmond prévoirait d'offrir plus de liberté et une meilleure rétribution aux développeurs. Avec ce changement radical, Microsoft espère faire de son store la plateforme de téléchargement d'applications qu'elle aurait dû être depuis le début. Je n'y crois pas, mais on verra. Youpi, un nouveau Windows Vista. Non, ce que fait aujourd'hui Microsoft, et ils ont raison, c'est qu'ils incrémentent, ils font des patchs incrémentaux sur Windows 10. Ils font plus de grosses sorties de nouvelles versions. On va pas avoir un Windows 11 ou un Windows 12. Microsoft reste sur Windows. Et je pense même qu'ils vont peut-être enlever Windows 10 et appeler ça Windows tout court. Ils seraient capables de faire ça, ils auraient pas tort, je pense. On est plus dans du service maintenant. Hein. Enfin, on est plus dans des mises à jour comme ça que mettre des gros numéros de version. Voilà, clairement... Et je pense que Microsoft a totalement intérêt de faire comme ça. Trop habitué à installer les cracks. Fut une époque où je faisais beaucoup ça, mais plus du tout maintenant, parce que par sécurité, j'installe plus de logiciels piratés sur mes ordinateurs. Je préfère les acheter. Voilà. Et si c'est trop cher, bah j'achète pas. Non, je prends pas de risque en fait. C'est trop off. Faut bien comprendre que les gens qui proposent des logiciels craqués, ils le font pas par bonté de cœur. En général, ils ont un intérêt derrière, qui est gagner de l'argent. Et ils peuvent le faire aussi en zombifiant votre PC et en le revendant sur des marketplaces, sur du marché noir en fait. D'avoir un PC zombie qui permet de faire du DDoS, du hacking, des trucs comme ça. Donc non, j'installe plus du tout de logiciel craqué. Le crack c'est mal, les cracks c'est mal. Non, après je juge pas parce que on va pas refaire le débat du piratage en entier, mais le piratage a certains avantages, c'est qu'il rend accessible à certaines personnes qui n'auraient pas les budgets plein de logiciels de création. Il y a énormément de gens qui font de la vidéo, qui font de la création parce qu'ils ont piraté des logiciels quand ils étaient jeunes. Et il y a des entreprises qui l'ont compris, et c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui emmerdent pas trop les gens qui piratent des logiciels. Parce qu'il y a plein de logiciels que moi j'ai découvert en les craquant. Hein. Typiquement FL Studio, j'ai fait un peu de musique à une époque parce que c'était piraté. Et j'avais pas le budget pour... quand t'as 14 ans, t'as pas le budget pour payer 100 ou 200 balles une licence, quoi. Premiere Pro, par exemple, aussi, bien sûr.
Mais après, en fait, souvent, les personnes qui se professionnalisent, elles l'achètent le logiciel. Donc moi, je trouve que voilà, le débat du piratage, on va pas le refaire en entier, mais je considère que c'est globalement et de ce que j'avais lu comme étude, c'est que la balance était soit neutre, soit plutôt positive. Voilà. En fait, ça dépend aussi des domaines. Il y a des domaines où le piratage peut nuire aux industries et il y a des domaines où le piratage augmente la rentabilité de certaines industries. Parce que des personnes vont pirater des trucs, mais derrière vont acheter des produits dérivés, notamment dans la musique. Donc voilà. À l'avenir, le plus gros des bénéfices à faire se trouveront sur le plus gros des bénéfices à faire se trouvera sur le software. C'est pour cela qu'Apple fait tout pour démocratiser ses machines. Oui, bah, bien sûr, c'est une évolution de tous les constructeurs. Ils ont beaucoup plus intérêt à faire du chiffre sur du software que du hardware. Parce que le hardware On voit avec les puces ARM que le hardware commence à être très puissant pour des prix beaucoup plus raisonnables. Tout le monde a un smartphone assez puissant dans la poche maintenant. L'argent se fait sur le software maintenant. Les licences de Windows 10, vous en trouvez à 5-10 balles maintenant sur le net. Enfin, voilà quoi. Sur Windows, je piratais. Si c'était utile et intéressant, j'achèterais la licence. Ouais. Adobe a rendu le piratage super relou, j'ai laissé tomber. Ah oui, non, mais après, il y a des boîtes qui ne veulent quand même pas. Et c'est normal, tu vois, qui veulent pas que tu pirates, bien sûr. Plein d'utilisateurs ont maîtrisé Photoshop grâce au crack, futur client fidèle. Ça fait très bizarre de dire grâce au crack. C'est vraiment les camés. Non, mais oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Je pense que vraiment, les entreprises peuvent avoir un intérêt à lutter un peu, mais pas trop non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En partant du postulat que ceux qui piratent n'achèteront pas dans les médias, mais constituent une base d'utilisateurs qui vont promulguer, qui vont en gros acheter et investir dedans dans leur vie professionnelle, bien sûr. De toute façon, à partir du moment où vous avez une entreprise, craquez pas des logiciels. Hein. Bon, en vrai, le risque que vous ayez un contrôle est très faible, mais surtout en indépendant. Mais globalement, craquez pas des logiciels, quoi. Si vous êtes professionnel, payez-les, quoi. Surtout si c'est des logiciels que vous utilisez au quotidien. Enfin voilà, moi, pas nous par exemple sur Nowtech, les Final Cut, on les achète bien sûr et on en est super content. Et c'est en fait, pour une boîte 300 balles, le prix de Final Cut est très cher, c'est 300-400 balles, un truc comme ça. Mais en fait, c'est très vite rentabilisé dans une production vidéo. Genre, en gros, sans donner le budget exact, mais un partenariat avec une marque, un placement de produit, un truc comme ça, comble très vite le prix d'un Final Cut, d'une licence Final Cut. Aujourd'hui, la plaie, c'est de ne plus pouvoir acquérir un soft et de devoir obligatoirement s'abonner. C'est un gros débat, Hibou. D'un autre côté, moi, j'ai été du côté opposé, du côté dev. Le problème, c'est que le prix fixe sur un logiciel ne te permet pas de payer. En fait, le plus important pour une entreprise, c'est des revenus réguliers. Si tu ne peux pas être sûr de tes revenus réguliers, c'est très chiant de prévoir ton business. C'est beaucoup plus intéressant de faire des prix du genre... en gros, il vaut mieux 10 € par mois que 200 €. Parce que c'est beaucoup plus facile de prévoir tes revenus, ton business et tout ça, avec des revenus réguliers. Il vaut mieux 500 € régulièrement que 2000 € un mois et puis pendant un an, t'as plus rien. C'est le pire truc pour une entreprise, pour prévoir tes budgets, pour prévoir tes trucs. C'est pour ça que tout le monde passe sur l'abonnement. C'est pour ça que tout le monde fait ça. Donc, juste, voilà, il faut serrer un peu les fesses et puis tant pis, quoi. C'est comme ça. Mais puis, moi, honnêtement, je suis pas abonné à tant de trucs que ça. En fait, je trouve qu'on peut se dépatouiller quand même pour avoir des choses chouettes sans s'abonner à 46 trucs. Hein. 30 € la formule étudiante Adobe, c'est énorme. J'aurais jamais pu payer ça pendant mes premières années d'études. Ouais, moi j'avoue que j'ai eu la chance d'être en alternance, donc j'étais... en gros, j'ai eu la chance d'être payé assez rapidement dans ma vie pro, ce qui m'a permis de mettre de l'argent de côté aussi. Et ça, c'est vrai que c'était cool parce que dès 21 ans, 20 ans, 21 ans, j'ai tapé 900 € de tous les mois en étant chez papa-maman. Quand tu tapes 900 € en étant chez papa-maman, c'est 900 € tous les mois qui sont gling, 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 que tu gagnes dans ton compte en banque. Donc, en fait, en un an, tu peux très vite mettre 9000 € de côté. Et voilà, après, je vais pas non plus faire... Enfin, je vais pas être Cosette, hein, je suis pas d'une famille très riche, mais je suis pas du tout d'une famille pauvre non plus. Donc, j'ai jamais eu de gros soucis de thunasse dans ma vie. Mais c'est vrai
que c'est quand même cool parce que j'ai pu être indépendant financièrement, en fait, assez vite aussi. Donc ça, c'est vrai que j'ai eu un confort financier dans ma vie assez rapidement. J'ai eu beaucoup de chance à l'informatique, ça, c'est vrai que c'est un domaine. Moi typiquement, si j'ai un gosse un jour et que l'informatique est toujours comme il est aujourd'hui, je lui dirais, tu sais pas ce que tu veux faire, fais ce que. Alors, je veux dire, si tu veux faire un truc, vas-y, fonce, fais ce que tu veux, moi je te soutiens, machin, fonce. Mais je veux dire, si tu sais pas ce que tu veux faire, fais de l'informatique. Il y a des trucs qui sont chouettes en plus, et tu verras, c'est la voie royale, tu seras pas emmerdé dans ta vie pro. Tu as de la chance, j'avais pareil, mais ma daronne m'a demandé un loyer pour vivre chez elle, donc bon. Ouais, moi j'avoue que mes parents ont été assez cool là-dessus, donc voilà. Ça fait 4 ans que je suis chez ma mère, j'ai mis 30 000 € de côté, c'est bon. C'est pour ça, hein, l'informatique, c'est vrai que c'est la voie. On est full gravier là, totalement. Mais l'informatique, c'est assez royal pour ça, c'est qu'on peut avoir très vite en alternance des salaires chouettes, quoi. Donc c'est cool. Et les entreprises ont intérêt à faire de l'alternance parce qu'elles ont beaucoup d'abattements, en fait. Et coucou Flonflon! Épargner 9 000 € en un an avec 900 € par mois, faut être chaud. Pas forcément, Morsoft TV. C'est pas forcément si dur que ça, hein. C'est pas forcément si dur que ça, je trouve. Si tu fais attention à tes dépenses, c'est et puis en plus, moi, j'ai été en alternance plusieurs années, donc tu vois. Non, je trouve ça pas si dur que ça. En fait, même si tu participes à la bouffe et tout, on va dire que sur 900 €, tu vas virer. Allez, on va être large. On va vraiment être très large. Tu vas virer en comptant tes loisirs, en comptant plein de trucs. Même, et imaginons que tu payes un peu du loyer ou quoi. Je pense que tu peux vraiment placer 300-400 € par mois easy, hein. Donc en un an, tu as 3 000 € mis de côté, en 2 ans, tu as 6 000 et en 3 ans, tu as 9 000. Après, imaginons que tu te fais plaisir, tu t'achètes un nouvel ordi, tu t'achètes un écran. Allez, t'enlèves 2 000, 3 000 € dans l'équation. Ça te fait quand même 5 000 € économisés en 3 ans. Et 5 000 € économisés en 3 ans, c'est assez sympa pour te lancer pendant un an à corps perdu dans un Twitch ou une chaîne YouTube, quoi. Guillaume, on peut aller chez ta maman pour faire nos études. Elle va pas être contente, ma maman, si tu fais ça. Non, voilà. Mais après, Guillaume, tu conseilles quoi comme école d'info? Partez sur des écoles. Moi, je conseille plutôt des écoles publiques type Miage. La Miage, c'est vraiment très chouette. La Miage, il y a des trucs qui sont pas parfaits, mais la Miage a une super réputation avec les entreprises. Ils ont beaucoup de contacts avec des entreprises et vous trouverez de l'alternance assez facilement, en fait. C'est ça qui est chouette en Miage. Moi, je prévois de tout mettre sur le Dogecoin, je me sens bien. Enfin, le Dogecoin, ouais. Tu fais tes choix, Oxymore. Allez, on avance. On avance parce que là, on part dans les graviers. On va parler du futur Mac Mini M1X. C'est là où vous pouvez écrire dans le chat. Vous êtes des Apple fanboys. Un petit peu. Un petit peu. Mais en même temps, c'est intéressant. Apple fait des évolutions en ce moment avec la puce M1 qui sont super intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va vous montrer des petites images. Je fais un petit zoom. Hop, voilà. Des petites images du Mac Mini M1X, qui serait la version redesignée du Mac Mini classico, avec beaucoup de changements. Alors ça, c'est des rendus préliminaires, hein. Il n'y a aucune certitude que ça soit gardé, mais par contre, c'est quand même de grosses rumeurs, et c'est potentiellement la future connectique qu'on pourrait avoir sur les Mac Mini. On aurait donc là, ça j'imagine que c'est une prise secteur, 4 ports Thunderbolt, ou 2 ports Thunderbolt, 2 ports USB-C, des ports USB type A, c'est quand même très bien d'en garder quelques-uns pour brancher une souris, un clavier, des trucs comme ça. Un port Ethernet et une prise HDMI. On aurait un design un peu plus fin. On le sait, hein, il y a beaucoup d'espace perdu dans les Mac maintenant avec la puce M1. Une plaque de plexiglas blanche, donc un design un peu moins métal, un petit peu plus vert, précieux. Voilà, hein, donc le Mac Mini va être beaucoup plus fin. Et puis voilà, pas grand chose à dire de plus, mais au moins vous avez des premiers rendus, quoi. Le prix, on l'a pas. On n'a pas d'infos sur le prix. Et on ne sait pas encore si vraiment ça va être annoncé, si ça va être teasé à la WWDC. Voilà. Pas de DisplayPort, curieux. Non, pas forcément curieux, parce que l'HDMI 2.1 permet de transmettre de la 4K 60 images secondes, même de la 4K 120 images secondes, sans aucun problème. Il faut juste avoir des câbles compatibles, mais vous en chopez sur Amazon à moins de 15 €. Moi, j'ai acheté 2 câbles. Comme j'ai changé de télé, j'ai acheté 2 câbles pour avoir de l'HDMI 2.1. Et ça marche très bien.
Ça marche très très bien avec des bons câbles. Typiquement, par exemple, pour les gens qui ont une PlayStation 5, c'est important d'avoir des câbles de très bonne qualité. Oui, ça permet de passer de la 8K aussi. Non, mais l'HDMI 2.1 est une très bonne connectique. Mais en fait, c'est juste que le DisplayPort est mieux dans le sens où la norme du DisplayPort était déjà évoluée de base. Donc, dès que tu branches du DisplayPort, t'as moins de chances d'avoir des trucs bizarres, quoi. Prix 599 €. T'as vu ça où? Normalement, le prix n'a pas été indiqué. Hein. Non, c'est des rumeurs, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix. Qu'est-ce que tu penses de la mise à jour iOS 14.6? Je sais pas. En ce moment, je suis vraiment sur mon Android. Hein, je suis revenu sur le Pixel 4a. En fait, ce qui se passe, vous le savez sur Nowtech, en gros, comment dire, l'iPhone 12 mini, c'est vraiment le téléphone pro pour Nowtech. Ça me permet aussi d'utiliser un petit peu l'iPhone au quotidien pour pouvoir vous dire ce que j'en pense, tout ça, et pour pouvoir le comparer dès qu'il y a l'iPhone 13 qui va sortir. Mais en fait, au quotidien, et je vous l'avais dit en vidéo, je vous l'avais dit en live, mon téléphone, c'est le Pixel 4a. Et c'est un téléphone où je fais de plus en plus la démarche de n'avoir aucune appli de réseaux sociaux. En gros, d'avoir un téléphone qui est le téléphone sain d'esprit. Le téléphone où il n'y a pas de réseaux sociaux, je ne suis pas interrompu par des notifs. Les seuls notifs que j'ai, c'est Signal, donc les conversations, et mon calendrier. Et Twitch aussi, parce que pour voir les lives qui démarrent et tout. Voilà, j'ai pas de réseaux sociaux. Je les ai tous désinstallés sur le Pixel 4a parce que je veux pas que ça me pollue l'esprit. Ça me polluait trop l'esprit, là, il y a un mois et tout, j'étais trop dessus, et ça me... Voilà. Donc j'ai tout viré. Par contre, sur le Pixel... sur l'iPhone 12 mini, celui-là, il reste sur mon bureau, ou il reste chez moi. Il sort rarement de chez moi. Et dessus, par contre, là, j'ai beaucoup de réseaux sociaux, même si j'ai désactivé beaucoup de notifs et tout. Mais j'ai beaucoup de réseaux sociaux pour pouvoir justement bosser, parce que ça fait partie de notre boulot aussi. Mais le problème, c'est que les réseaux sociaux, on le sait, hein, ils bouffent beaucoup de temps d'esprit, quoi. Et j'ai plus le temps pour ça. Ça me fatigue et ça m'agace, donc je le fais plus. Voilà un peu comment j'organise aujourd'hui ma vie. Après, certains diront « Oh, t'as 2 smartphones, machin ». Oui, c'est un luxe. C'est un luxe. Après, c'est aussi notre métier de tester des téléphones et tout ça. Et encore une fois, hein, je vous le dis, le Pixel 4a, trop bien. Hein, c'est un super téléphone. Hein, il est très, très, très bien. De toute façon, l'autonomie du 12 mini, tu peux pas aller très loin de chez toi. C'est faux, ça. T'es très déçu de l'autonomie, moi. Pas du tout, Ulrich. Hein. Vraiment, hein, le 12 mini, il tient très bien. Hein, il tient très bien la bonne journée. Après, je fais partie des gens qui jouent très peu sur le téléphone. Donc, j'imagine que si tu lances beaucoup de jeux, bon... mais non, vraiment, moi je vous rassure là-dessus, le 12 mini il est très très bien au niveau autonomie, je suis pas déçu du tout moi. Un peu hors sujet, mais tu penses quoi du fait que... alors, je vois ton long message, Coinc, pose-le à la fin de l'émission, c'est un peu trop long pour en parler maintenant. Tu sors pas avec l'iPhone 12 mini, tu viens de dire que tu restes chez toi. Alors non, attention, l'iPhone 12 mini je l'ai quand même testé pendant 1 mois et demi, 2 mois, ça a été mon téléphone principal pendant 2 mois. Pendant 2 mois, le seul moment où j'ai trouvé que l'iPhone 12 mini était un peu faiblard, mais comme plein de smartphones, c'est en GPS dans la voiture avec la luminosité au max et tout. Là, ouais, là, la batterie, elle a fondu et j'ai perdu, je crois que j'avais fait 3 heures. C'était pour rentrer, j'ai fait un Toulouse-Bordeaux en voiture. Toulouse-Bordeaux en voiture, j'ai le GPS en permanence activé, plus du Bluetooth avec de la musique. En 2 heures et demie, 3 heures, ça m'a défoncé la batterie du 12 mini, quoi. Ça l'a vidé. Il me restait genre 10% de batterie en arrivant à Toulouse. Mais ça, en même temps, c'est normal. C'est un des trucs les plus violents pour une batterie de téléphone. Sinon, dans l'usage quotidien, j'ai jamais été déçu du 12 mini. Hein. Flanflon, tu me tues. J'ai eu la chance de voir le 12 mini de Guillaume, un vrai privilège. T'es con. Tu sais que sinon, il y a la radio dans la voiture. Eh oui, mais... J'ai pas une Tesla, moi. Non, mais c'était la voiture de ma copine, et la voiture de ma copine, c'est une voiture d'étudiante, hein, c'est pas une voiture qui coûte cher. Donc non, on n'a pas la radio dessus, on a juste une enceinte et le téléphone, et voilà, quoi. Je pense que ça dépend des usages, hein, Ulrich, hein, tout simplement. Ce n'était pas le cas avec le 11 Pro. Ah non, mais après, le 11 Pro a une meilleure autonomie, hein, on est d'accord, Ulrich. On va avancer. Une voiture sans radio, tu bluffes. Bah non. Non, il n'y a pas le poste radio dedans. On n'en a pas besoin, en fait. On n'en a pas besoin parce qu'on met l'enceinte avec le smartphone. Donc, on n'a jamais besoin d'autoradio. Jérôme ne te passe pas son yacht. Bien sûr que Jérôme me passe son yacht. Évidemment. Évidemment. On va parler d'un truc très étonnant, sans transition. On va parler de Fuchsia,
Fuchsia, qui est, vous le savez, on l'a abordé déjà dans le mug, le prochain système d'exploitation de Google. Enfin, a priori, prochain système d'exploitation mobile. Eh bien, c'est un peu chelou quand même ce qui se passe, parce que Google n'en parle pas tant que ça. Google a lancé discrètement, ils ont lancé le Google Nest Hub, qui ressemble à ça, hein, qui est une espèce de tablette pour la maison. Il y a beaucoup de produits qui pop comme ça, on les voit partout. Et en fait, le système d'exploitation qui est derrière le Google Nest Hub, c'est Fuchsia. Donc c'est une des premières releases, un des premiers déploiements d'un produit vraiment avec du système d'exploitation Fuchsia. Mais c'est un peu étonnant parce que Fuchsia, c'est un projet qui est secret depuis assez longtemps. On l'a vu, rappelez-vous, en 2017-2018, on a vu une pré-alpha sur d'une interface smartphone où ils ont commencé à faire des petits tests. Ils ont fait tourner le truc sur un Pixelbook aussi. Donc après, plus trop d'infos pendant 2 ans. Pendant la Google I.O., ils en ont pas parlé. Ce qui est quand même ultra chelou pour, a priori, le nouveau système d'exploitation machin. Donc ouais, ils en ont quasiment pas parlé. Et ils ont quasiment pas dit que c'était du Fuchsia machin et tout. Alors, ce qui est intéressant quand même pour rappeler pourquoi Fuchsia est intéressant et pourquoi on l'attend beaucoup, c'est que c'est un système d'exploitation qui n'est pas basé sur Linux. Alors qu'Android est basé sur du Linux. D'ailleurs, je suis pas sûr que Linux soit exactement le bon terme. C'est basé sur du Unix, mais Linux, je sais plus. Il faut que je revoie un peu la distinction entre les deux parce que des fois je m'embrouille. Bref, mais en tout cas, c'est pas du tout un système d'exploitation à l'instar d'Android basé sur du Linux. C'est un nouveau kernel qui s'appelle Zircon pour les plus techos d'entre vous que Google a développé à la maison. C'est vraiment un truc fait de from scratch, quoi. Unix, Linux. Est-ce qu'il y a des barbus c'est Linux. Ok, non, Linux c'est le noyau. Ok. Ouais, non, très bien. Je voulais pas dire de bêtises. Voilà. Je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave, je vais avancer. Donc ouais, un nouveau langage aussi pour développer les apps dessus qui s'appelle Flutter. Alors Flutter, j'en ai entendu parler. Je sais pas où ça en est. Est-ce qu'il y a des devs qui ont fait du Flutter ou pas? Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, Flutter. Design Beautiful Apps. Google UI Toolkit. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Il y en a qui... Tiens, voyons voir. Spinning Flutter. Fibonacci. Run. Ouais, ok. Ah oui, il fait la suite de Fibonacci. Ok. Putain, j'espère que ça n'a pas fait laguer le PC. Il y a un compteur, ok. Ouais, tu peux faire du code. Bon, c'est de la programmation a priori orientée objet. Il y a des classes. Import, machin. Putain, ça ressemble vachement à du JavaScript. Ah non, mais c'est écrit en Dart, ok. C'est fou comme le JavaScript ressemble beaucoup à ça maintenant. Enfin, il y a vraiment un truc, il y a une harmonisation dans certains langages, c'est assez fou. Bref. Yet another JavaScript framework. Ouais, du dev mobile, c'est inspiré réactif, ok. Flutter, c'est de la magie. On en entend du bien dans la commu dev, ok. C'est vraiment cool, Flutter. Ok, les devs sont là, ça fait plaisir. Ils sont à la version 2, ça intègre Material UI, le langage, c'est du Dart. C'est du Dart, ok. Dart, j'ai pas trop suivi non plus. Ok. Bon, pourquoi pas, ça a l'air assez joli, ok. On peut faire de l'Android avec du Flutter ou pas? Ah oui, c'est écrit en dessous, je suis con. Comme une... Non, c'est pas écrit en dessous, j'ai dit n'importe quoi. Install, machin. Write your first app. Blablabla. Oui, j'imagine qu'on peut faire de l'Android. Hein. Ok. Ouais, ça, on peut faire un Hello World, Android, iOS. On peut même faire de l'iOS. Ok. Ça me donne envie de coder. Ça me donne envie. Là, ça me donne envie d'ouvrir une petite ligne de commande, de faire un petit install, là, let's go. Ça me donne envie de tester. Ok. Bon, ok. On va pas passer plus de temps que ça là-dessus. Mais en tout cas, Google donc qui lance un produit Fuchsia. Et alors, vous allez rire parce que moi j'avoue que ça me fait un peu bizarre de voir ça parce que de voir que Fuchsia est passé un peu sous silence parce que ça fait très projet de Google qui va être abandonné. J'ai pas envie d'être mauvaise langue parce que bon, les gens vont dire que je suis anti-Google et tout, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Regardez le premier commentaire. Goodbye Fuchsia, we hardly knew you.
En gros, les personnes lisent l'article et disent après, bah, au revoir Fuchsia, on t'a à peine connu. Cette violence, la violence du premier commentaire. Non, et puis plein de gens disent que ça va être abandonné, quoi. Voilà, enfin plein de gens disent que Google va abandonner le truc et tout. C'est le problème, c'est pour ça que on le dit, mais la com dans une entreprise, c'est très bateau ce que je veux dire, mais c'est méga important. C'est méga important de ne pas passer pour l'entreprise qui abandonne ses projets. C'est un des pires trucs possibles pour une boîte. Vous imaginez, enfin, moi, ça donne pas confiance pour. Bon, c'est Google derrière, donc ils ont du cash pour encaisser le truc, mais en fait, heureusement que c'est Google et qu'ils ont de la trésor pour abandonner des projets comme ça, mais parce que ça leur donne une image à Google terrible. Ça leur donne une image de la boîte qui abandonne des projets. Et ça ne donne pas envie d'investir dans un écosystème. Pourquoi vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont très fans d'Apple et qui préfèrent dev sur du Apple et qui investissent plus sur les apps iOS que de l'Android? C'est parce que ils savent que Apple, s'il y a bien un truc qu'on peut leur attribuer, c'est que Apple abandonne pas trop certains trucs au niveau du dev, quoi, n'abandonne pas des plateformes, enfin, alors que Google a ce côté très start-up où il lance 46 projets et il les abandonne tous et ça donne juste pas envie de s'investir. Regardez le matériel design, il y a eu genre 46 évolutions du matériel design. Aujourd'hui, tu me dis, fais un projet en matériel, donc le truc de l'interface pour des trucs Android. Voilà, il y a eu 46 évolutions, je sais pas laquelle prendre. C'est un peu comme si Nowtech promettait des vidéos et il les faisait pas. Putain, mais c'est exactement pareil. Je pense que c'est HarmonyOS qui empêche Google de lancer Fuchsia. Les Chinois lâcheraient Google dans ce cas. Je pense pas quand même, Pascal. Remember AngularJS. Ouais, alors après AngularJS, on peut quand même leur reconnaître un truc, c'est que c'est du dev. AngularJS, c'était un des premiers outils de dev, je vais schématiser pour ceux qui connaissent pas trop le dev, que Google a lancé parce qu'il répondait à une problématique, mais c'était tellement un des premiers projets, c'était un des pionniers dans le monde du développement JavaScript web, que je leur en veux pas trop d'avoir retravaillé le truc. Parce que vraiment, AngularJS, c'était vraiment le tout début d'une nouvelle étape du développement web. Il y a vraiment eu jQuery et Angular, pour moi, dans les étapes du développement web. jQuery, Angular et après React, qui a lui aussi apporté une révolution. Mais Angular avait des soucis de perf. Enfin, moi, ça ne m'étonne pas qu'il soit reparti from scratch. C'est faux, les vidéos Nowtech, tu les auras dans 5 ans. C'est bien, il y en a qui nous écoutent. C'est bien. Je connais peu de devs qui aiment Objective et Swift. C'est utilisé pour son utilité. Oh, j'ai entendu un peu le contraire. Après, je pense que ça dépend dans quel milieu t'es aussi. Oui, AngularJS, c'était un proof of concept. On est d'accord, Freddy. Faudra qu'on fasse un live où je parle un peu de dev. C'est quand même cool aussi. C'est l'ADN d'une startup d'essayer plein de choses, mais si Google n'est plus une startup, c'est important pour l'innovation. Ouais, mais là, ça frustre beaucoup quand même. Parce que Fuchsia, moi, j'en attends pas mal. Et voir que Google, en fait, en parle même pas dans la Google I.O. En fait, pour moi, c'est le truc à retenir de cette news. C'est que Google n'en parle pas dans la Google I.O. Et Google I.O., c'est une conférence pour les devs. Et pour moi, il y a un truc qui va pas, là. Tu vois, ils auraient dû en parler dans la Google I.O. S'ils en parlent pas, c'est que le projet va mourir. Enfin, après, je fais peut-être un raccourci, mais quand même, quoi. Putain, parlez-en, Fuchsia, quoi. C'est intéressant. Parlez-en. Dites un peu ce que vous êtes en train de faire, quoi. Angular, c'est toujours très utilisé en entreprise. Oui, parce que c'est un des premiers trucs qui a structuré des projets d'entreprise pour faire des pages web et tout, donc ça ne m'étonne pas. Il y a beaucoup de maintenance. En vrai, là, il y a beaucoup de projets où il y a de la maintenance sur de l'Angular 1.0. Tout à fait. On va avancer, on va éviter de parler trop de dev, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le milieu, mais voilà. On va terminer le kawa du jour avec une news assez incroyable. Un dealer qui s'est fait arrêter grâce à une photo de sa main tenant un fromage. Et là, vous allez faire « Mais what the fuck, Nowtech? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Je sais, calmez-vous, tout va bien. En gros, il y a un malfrat qui s'appelle Carl Stewart, un mec qui est impliqué dans du trafic de drogue, qui a été arrêté à cause de son amour pour le fromage. Finalement, une autre drogue. Hein. Il a été arrêté à cause d'une autre drogue, le fromage. Infiltré depuis plusieurs semaines sur la messagerie EncroChat, je connais pas du tout, messagerie a priori utilisée par des criminels.
Ok. La police britannique a vu un beau jour une photo assez banale postée dans une discussion de groupe, une simple main tenant un bout de fromage anglais, du Blue Stilton. Je connais pas du tout. Mais je vous montre la gueule de la photo. Cette main, c'était celle de Carl Stewart, que la police soupçonnait d'être derrière un important trafic de drogue, blablabla. L'homme, trop content d'avoir réussi à trouver le fromage de ses rêves, avait partagé cette photo avec des malfrats notoires sur la messagerie sécurisée. Et ça a été le début de la fin. Vous voyez la photo, c'est un fromage rare, blablabla. Sauf que, effectivement, c'est une photo de sa main et il y a ses doigts. Évidemment. S'il n'y a pas ses doigts, c'est que bon, soit il a eu des soucis de santé, soit il a vraiment traîné avec de la mafia qui n'était pas très sympa. Bref, grâce à ce bête cliché, les services secrets britanniques ont pu analyser les empreintes et les relier à d'autres empreintes qui avaient été laissées sur une scène du crime. Et en gros, ils ont réussi à remonter jusqu'à ce criminel, justement grâce à la photo du fromage, en analysant les empreintes digitales, même à partir d'une photo floue. C'est quand même assez fou. Le Stilton, c'est bon, je connais pas du tout ce fromage. Je ne connais pas du tout. Moi, c'est le Saint-Nectaire, mon fromage favori. Je reconnais que le Saint-Nectaire, c'est insane. D'ailleurs, on va faire un sondage. C'est très important. En plus, on va partir sur un sondage extrêmement tech, comme on a l'habitude de le faire sur Nowtech toujours, bien sûr. Quel est votre fromage préféré? Je vais pas tout mettre, parce que je suis un énorme connard, bien sûr. Mais on va faire ce sondage extrêmement important pour passer une bonne journée. Ah, attendez, on va juste mettre en pause ça. Gérer un sondage. Nouveau sondage. Votre fromage préféré. Votre fromage préféré. Voilà. Hop, on va mettre ça. On va mettre ça. Vous verrez, c'est un sondage très... qui offre un certain choix. Hop. Voilà. Commencez le sondage. À vos votes, bien sûr. Quel est votre fromage préféré? N'hésitez pas à me dire, pour la science, bien sûr, c'est extrêmement important. Parce que, sur Nowtech, on essaye de voir un peu les différents avis sur un sujet et tout ça. Donc voilà, on essaye de faire un sondage tel Ipsos, bien sûr. Voilà, mais après, vous votez ce que vous voulez, bien sûr, hein. Bien sûr. J'aime pas le fromage. Ouais, je sais qu'il y a des gens qui détestent le fromage. Je sais qu'il y en a que ça dégoûte. C'est quoi le Saint-Nectaire? Ça va chier par contre. Ça va pas du tout. Par contre, le problème du Saint-Nectaire, c'est que si c'est un Saint-Nectaire industriel, c'est pas bon. En fait, c'est même pas que c'est pas bon, c'est que ça a pas de goût. Le Saint-Nectaire, c'est un fromage que je trouve assez fin. Là, on est gravier, hein. On est full gravier, là. Non, le Saint-Nectaire No Troll, c'est un fromage que j'aime énormément, mais effectivement, c'est un fromage qui est très fin et qui est bon uniquement si on achète du bon Saint-Nectaire, sinon c'est pas bon, quoi. Bon, alors, je regarde un peu les résultats du sondage. Putain, mais vous aimez tous le Saint-Nectaire, en fait. C'est incroyable. C'est assez fou, en fait. Bon, c'est cool. Bah, on est d'accord, alors. C'est bien. On est tous d'accord. C'est chouette. Avançons dans l'article. En 2014, lors de la... Alors ça, c'est vachement intéressant. Si vous voulez regarder des trucs ultra passionnants sur du hacking, vous avez des conférences du Chaos Computer Club dont on a parlé dans la vidéo sur la dégooglisation. On en a parlé un petit peu de ça. Il y a un hacker allemand qui a prouvé qu'il était possible de reproduire une empreinte digitale à partir d'une simple photo. Cet Allemand s'appelle, j'imagine qu'on prononce Jan Chrysler, qui avait pris un cliché d'Ursula von der Leyen, donc c'était une ministre fédérale allemande de la Défense. Il a pris la photo de cette personne et il a extrait une reproduction fidèle de son empreinte digitale, capable de tromper des systèmes d'authentification biométrique comme celui de l'iPhone. Voilà, allez voir des conférences du Chaos Computer Club si vous aimez le hacking et tout, vous allez kiffer. En fait, il y a aussi ça dans la nuit du hack, hein. Il y a des gens qui font des conférences incroyables sur des trucs qu'ils arrivent à bidouiller et tout, c'est assez insane. Bref, voilà pour l'histoire du jour. Tout est parti d'un fromage. Voilà. Et on en a fait tout un fromage, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Yann au secours, putain, terrible. Terrible, terrible. Mais vous savez ce qui n'est pas terrible? Eh bien, c'est notre sponsor ExpressVPN, bien sûr. ExpressVPN, vous les connaissez. Je vais mettre le site web immédiatement. ExpressVPN, c'est un VPN
exceptionnel. Non, on n'est pas dans le Twitch achat. Non, ExpressVPN, c'est un VPN qui est partenaire du Mug et même de la chaîne YouTube aussi, parce qu'on a fait des vidéos sponsor avec ExpressVPN. C'est un VPN qu'on aime beaucoup parce que c'est un VPN déjà qui est performant, qui permet effectivement de regarder des choses, peu importe où vous êtes, de vous situer n'importe où dans le monde. C'est un VPN qu'on aime bien aussi parce qu'ils ont des engagements sur la vie privée qui nous plaisent, ils n'enregistrent pas l'adresse IP, l'historique de navigation, etc., etc. 160 localisations serveurs dans le monde, ça fonctionne sur plein d'appareils, donc ça c'est vrai que c'est très très chouette. Et surtout, vous pouvez tester gratuitement pendant 1 mois ExpressVPN. Si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes complètement remboursé. Et si vous êtes satisfait, vous avez 3 mois offerts grâce au lien expressvpn.com/NowTechTV. On les remercie d'être les sponsors de l'émission. Et on fait un petit bisou à Pritel aussi, qui sont notre deuxième sponsor, mais Jérôme vous en parlera plus en détail demain, normalement. Mais voilà, le lien normalement a dû apparaître dans le chat. Si vous voulez tester ExpressVPN, vous avez 1 mois pour faire ça. Voilà. Et je fais un petit rappel sur les VPN, parce que il faut bien comprendre un truc sur les VPN. Un VPN, parce que en plus, c'est pas ce que dit ExpressVPN, et donc c'est pour ça qu'on le précise, un VPN ne vous rend pas anonyme sur Internet. ExpressVPN et aucun VPN vous diront « vous allez être anonyme ». Non. Voilà, un VPN va en général pas collecter les données que vous faites sur votre navigation et tout. Un VPN peut contribuer un petit peu à l'anonymat, un tout petit peu, parce qu'il va changer votre adresse IP et donc vous mettre autre part dans le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes connecté à votre compte Google et que vous utilisez un VPN, vous ne serez pas du tout anonyme, mais genre vraiment absolument zéro. Donc voilà, un VPN ne rend pas anonyme. Un VPN peut protéger certains aspects, mais un VPN ne rend pas du tout anonyme. Voilà, c'est important de le préciser. Je ne veux pas faire croire des trucs aux gens qui ne sont pas vrais. Il y a un bundle ExpressVPN et Saint-Nectaire. On va appeler ExpressVPN tout de suite pour leur demander, parce que c'est une excellente question. Est-ce qu'on peut... Vous êtes incroyable, je vous adore. Est-ce qu'on peut avoir d'autres fromages que le Saint-Nectaire via ExpressVPN? Faut leur demander. Mais comme tu peux te mettre n'importe où dans le monde, tu peux très bien te mettre au Royaume-Uni et commander du Blue Stilton. Voilà. Grâce à ExpressVPN, vous pouvez choper le fromage de vos rêves. Et ça fait plaisir quand même. Non, vous êtes fort. Vous êtes très très fort. Bref, mais vous savez ce qui est très fort? Ce qui est très fort, c'est le cache investigation d'Élise Lucet et de son équipe. Donc, eh bien, on va passer à cette tartine. Et on va aussi lancer un sondage pour savoir si vous avez regardé déjà Cache Investigation et si vous avez aimé l'épisode sur les données personnelles. C'est parti. Nous allons donc parler dans cette tartine de Cache Investigation. Votre cher Guillaume Slash, de 22h à minuit hier, a pris des notes sur tout le Cache Investigation pendant que il le regardait. Voilà, toutes les petites notes que j'ai prises hier soir. Ben ouais, on bosse sur NowTech. C'était pas une sinécure de prendre des notes sur le reportage, j'ai trouvé. C'était pas forcément très très simple. Tu l'as fait en React. Mais non, comment ça? Donc déjà, je vais vous demander un petit peu si vous l'avez vu. Je veux savoir un petit peu la... Et alors, dites-moi ce que vous en avez pensé aussi en développant un petit peu votre avis sur le documentaire. Parce qu'après, je vais faire un sondage juste pour avoir un ressenti global. Mais je serais très curieux de savoir ce que vous en avez... voilà, si déjà vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Moi, je vais vous donner mon avis juste après avoir lancé le premier sondage. Alors, désolé, ça met du temps parce que l'interface de Twitch lag un peu. Gérer les sondages. Voilà, nouveau sondage. Ok. Avez-vous vu Cache Investigation sur les données? Voilà, point d'interrogation. Oui, non. Et on va laisser un pas en entier. Parce que bon, certains l'auront peut-être pas vu en entier. 2 minutes, c'est parti. Le coup des cartes vitales m'a troué le cul. Ouais, ça c'est vrai que c'est assez cool ce qu'ils ont trouvé sur les cartes vitales, l'équipe de Cache Investigation. Moi, je vais vous donner mon ressenti sur le Cache Investigation. Je suis globalement content du travail qui a été produit. Je reproche... En fait, je vais d'abord donner le positif. Je trouve que... En fait, je suis très content que ce reportage existe. Je suis très content qu'ils aient fait ça parce que, enfin, à la télé,
on parle un peu des problèmes de données personnelles et de vie privée. Et c'est une très 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 bonne chose qu'on en parle enfin. Je vais vous mettre une petite image pour illustrer un peu les trucs. Mais je suis très très content qu'on en parle enfin, que ça soit et que ça soit en fait démocratisé à la télé. Ça, je trouve ça très chouette, que monsieur et madame tout le monde puisse un petit peu s'inquiéter des données personnelles qui sont collectées, etc. Il y a un côté un peu, voilà, un petit peu brut, agressif dans les caches investigations qui peut être un peu pénible sur certains aspects, notamment dès le début avec Cédric O ou des personnes comme ça. Il y a un côté un petit peu brut de décoffrage que je trouve, voilà, que je trouve un petit peu lourd des fois, mais il n'empêche que c'est aussi la marque de fabrique de cache investigation. Donc je peux comprendre que qu'ils utilisent ces formules-là pour faire des séquences un peu buzz, mémorables. J'entends et je comprends la démarche marketing du truc. Donc je leur en veux pas. C'est juste que oui, j'aurais préféré un truc un petit peu plus calme, mais c'est parce que moi je préfère les trucs plus calmes que le côté brut de décoffrage. Donc vous êtes en gros un quart des gens à l'avoir vu. Un quart des gens qui ont vu le cache investigation. Ok. Bon, c'est intéressant d'avoir un petit ratio. Le sondage est terminé. Je vais vous demander ce que vous en avez pensé rapidement. Alors attendez, je vais revenir sur la caméra. Gérer les sondages. Nouveau sondage. Question. Votre avis sur le cash invest. Voilà. J'ai aimé. Bof. Non, bof, ça va être pas ouf. J'ai aimé. J'ai pas aimé. Voilà, tant pis, on va faire un truc un petit peu binaire, mais j'avoue que si on part trop dans le détail, ça va être... voilà. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Qu'est-ce que vous en avez pensé pour les quelques personnes qui ont regardé? Je vais vous faire un petit récap quand même de ce qui a été dit dans le cache investigation. Alors, je vous fais pas le récap, par contre, de ce qu'on sait déjà sur les données. Oui, les entreprises collectent vos données. Oui, sur des sites comme Doctissimo et tout, il y a plein de trackers qui vont aller choper vos habitudes de consommation, collecter énormément de choses sur vous, votre historique, les termes que vous recherchez, toutes les pages que vous visitez. Bien sûr, ça, c'est collecté. Et normalement, vous le saviez déjà. Voilà. Par contre, ce qu'ils ont montré, c'est que les numéros de téléphone de plein de gens étaient collectés à cause de certaines autorisations des applis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'applis que vous installez qui demandent des autorisations, notamment le carnet d'adresse, et qui, merci Defend Intelligence, merci pour ton raid, bisous à toi copain, merci à toi pour ton petit raid, ça régale. Merci beaucoup. Bisous aux personnes qui arrivent de chez Defend. Donc ouais, ils ont montré qu'effectivement, quand vous installez des apps et que vous autorisez le carnet d'adresse, en fait, certaines applis un peu malicieuses vont choper tout votre carnet d'adresse, tous les numéros, tous vos contacts, et les uploader sur des bases de données. Et en fait, ça, c'est réutilisé par des entreprises, comme des entreprises qui ont des noms comme Cold CRM, Lucha, il me semble. Ces entreprises-là, en fait, ont accès à ces bases de données et revendent vos numéros de téléphone. Et c'est comme ça que des numéros très privés se retrouvent sur des sites, sur ce genre de site. Donc ça, c'est intéressant d'expliquer qu'effectivement, les applis installées sur le téléphone, il faut faire gaffe aux autorisations. Tac. Bon, il y a beaucoup de moments, par contre ça, je reproche aussi au documentaire d'avoir beaucoup de moments un petit peu... on va dire des transitions un petit peu vieillottes, avec un humour un peu à l'ancienne. J'avoue qu'il y a des moments qui ont été un peu, un peu malaise, comme on dit. Voilà, où je trouve que c'était pas terrible. Mais bon, enfin, c'est un certain humour des fois qui était un peu forcé, un peu agaçant. Voilà, mais c'est pas facile de faire un reportage, donc je veux pas non plus critiquer. Hein. La critique est aisée, l'art est difficile, vous le savez bien. Ils ont fait un truc assez chouette, c'est qu'ils ont montré un peu le détail des données. Ça, j'ai trouvé ça cool. Ils ont montré ce que les datas qui étaient envoyées quand un téléphone était... quand on regardait ce qui était envoyé avec un téléphone. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement bien, de montrer un peu les requêtes serveurs et de montrer les données envoyées en ligne. Ça, c'est vrai que c'est chouette avec la grossesse. J'ai bien aimé le fait qu'ils prennent un exemple avec la grossesse.
parce que c'est quand même des moments très intimes de la vie d'un couple et d'une femme notamment, la grossesse. Donc effectivement, ça c'est plutôt bien. Ça, je trouve ça très très bien qu'ils aient... Vous êtes 3/4 à avoir aimé le documentaire. Ok, donc il y a quand même un quart qui n'a pas aimé. Donc ça, c'était bien. Ils ont un peu mis Doctissimo dans la sauce, c'est très bien aussi. Alors, moi, ça me fait rire parce que s'il y a bien un truc qu'on voit avec Cache Investigation, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qu'on voit dans le documentaire, notamment un des dirigeants de Doctissimo, là, enfin du groupe derrière Doctissimo. Il y en a, ils savent pas communiquer. C'est-à-dire qu'en gros, Cache Investigation arrive dans les locaux de Doctissimo et il y a un gars qui est un des pontes de Doctissimo qui appelle la police, leur dit vous dégagez, machin, bidule. Ce gars ne sait pas communiquer. Parce qu'en fait, quand tu as Élise Lucet dans tes locaux et que tu as quelque chose à te reprocher, tu fais surtout pas ça en fait. Tu proposes... En fait, il est pas intelligent parce que la communication de crise et tout, normalement, la bonne réaction, c'est de la jouer cool. C'est-à-dire de faire « Ah, Élise Lucet, machin, bah, je vous offre un café. » En gros, il faut la jouer comme... Enfin, il y a des gens qui savent pas communiquer en situation de crise, vraiment. Le mec, il est en mode, il les insulte à moitié, il fait « Vous dégagez, vous avez rien à faire ici. » Quitte à les bousculer et tout. Tu fais pas ça. Ça crée des images qui vont être évidemment republiées et qui vont bad buzz. Voilà. Et il y a l'autre patron d'une autre entreprise aussi derrière qui sait pas communiquer. En fait, il y a bien un truc à comprendre, c'est que vous êtes boss dans une entreprise qui a un business model très douteux. Vous faites pas d'interview en fait. Vous fermez votre gueule. Enfin vraiment, à chaque fois qu'une personne communique avec Élise Lucet, elle est forte pour ça, c'est qu'elle met une pression monstrueuse. Elle a un certain charisme, Élise Lucet, et elle a une certaine aura. Et je pense que c'est une journaliste qui effectivement est intéressante pour ça, c'est que elle te lâche pas quoi. Genre elle lâche pas les gens. Donc ça j'avoue que j'ai bien aimé. Alors, qu'est-ce que tu dis, Quentin? J'ai jamais compris en quoi une entreprise avait à répondre de quoi que ce soit envers Élise Lucet. C'est pas la police. D'où elle se permet de rentrer dans les locaux des entreprises? C'est une journaliste. Le journalisme, par définition, c'est un métier qui bouscule. Le journalisme d'investigation, c'est un journalisme qui fera jamais plaisir aux personnes sur lesquelles tu enquêtes. Donc, il faut pas. Moi, ça m'étonne pas que ça bouscule un peu les gens. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça fait des images qui sont effectivement partageables et qui vont buzzer. Donc c'est intéressant et ça met un peu aussi dans la sauce certaines boîtes qui effectivement n'ont pas de scrupules depuis des années à collecter des données. Donc moi ça me choque pas. Le mec en fait il est bête, le gars de Doctissimo, parce qu'il aurait vraiment dû la jouer cool. En mode ah Élise Lucet, pas de souci, prenez un café, on en discute et voilà. Ou alors très gentiment dire sourire, très gentiment dire voilà, là je travaille, je suis pas disponible, rappelez-moi. Et au pire, le mec il répond plus, tu vois. Là, il a fait une des pires choses que tu fais en communication, c'est de s'énerver. Parce que ça donne l'impression que tu as quelque chose à cacher. Il faut jamais faire ça. Voilà, bref. C'est bien qu'ils aient montré que l'anonymisation des données, en fait, c'est un peu du bullshit et que c'est pour ça que je vous dis, hein, le côté profilage et tout, c'est chouette, mais en fait, on peut quand même remonter à vos données personnelles. Il y a une interview de Cédric O, qui est le responsable du numérique, quelque chose comme ça, secrétaire d'État au numérique, il me semble. Je crois que c'est le titre. C'est pas quelqu'un que je trouve très très bon en communication, Cédric O. Il se démerde pas trop mal, mais il tombe assez vite dans de la langue de bois. On l'a vu aussi chez Thinkerview. Il a fait une interview à Thinkerview, qui sont pas des tendres non plus, et il est très vite parti dans de la langue de bois. Donc c'est vrai que c'était pas le moment le plus agréable pour lui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, il y avait tout le délire autour de la carte vitale, où effectivement, il y a une officine sur deux, donc une pharmacie sur deux, qui a son logiciel qui envoie automatiquement vos données de santé à des entreprises. Alors là, c'était IQVIA, à des entreprises qui derrière vendent ces données. Donc en gros, vos données de santé sur une pharmacie sur deux sont potentiellement utilisées à des fins mercantiles, ce qui pose problème. Parce qu'autant on me dit c'est utilisé à des fins de recherche, je me dis ça fait chier, mais au moins ça passe. Mais là, c'est utilisé à des fins mercantiles. Donc ça c'est pas normal du tout. Et donc, alors attendez, je vais juste réouvrir ça pour vous illustrer un petit peu le truc.
Donc ouais, et donc ça, c'est vrai que ce qu'a révélé Cache Investigation là-dessus, c'est vraiment pas mal. Donc ce que je vous disais, c'est qu'il y a un logiciel d'une boîte qui s'appelle IQVIA, qui est un logiciel qui est proposé gratuitement à des pharmacies. Le logiciel, en fait, va collecter les données, les envoyer à l'entreprise. L'entreprise, en contrepartie, ce qu'elle propose aux pharmaciens et pharmaciennes, c'est d'avoir tous les mois des statistiques sur les ventes des produits dans leur magasin. En gros, le trade, c'est j'envoie les données des clients, mais d'un autre côté, tu m'envoies des statistiques sur ce qui s'est le mieux vendu, etc., etc. Donc en fait, c'est une espèce de donnant-donnant. Le problème, c'est que normalement, les clients des pharmacies devraient pouvoir s'opposer à cette collecte. Et c'était pas du tout le cas. Donc ça, c'est un vrai problème. La CNIL qui est un peu en mode ouais, tout va bien, lol, ça va en fait. Bah, pas du tout. La CNIL qui a donné l'autorisation, on sait pas trop pourquoi. C'est vrai que ça pose un peu des questions quand même sur la CNIL, qui est très très cool avec l'entreprise IQVIA. Donc ça, c'est un gros souci. Il y a le problème qui a été révélé dans le documentaire du Health Data Hub, qu'en gros toutes les données de santé des hôpitaux, de plein d'endroits médicaux en France pourront être centralisées, avec simplement l'idée de dire que c'est de l'intérêt public de collecter les données. Donc typiquement une entreprise peut très bien dire oui, les données on les récupère, c'est pour de l'intérêt public, mais pas du tout. C'est trop vague comme terme, hein. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le terme intérêt public, il est beaucoup trop vague. Et fondamentalement, moi, ça me saoule que les données de santé soient pas stockées en local, en fait. Tout simplement, qu'il n'y ait pas des data centers en France qui stockent les données des santé des hôpitaux en local. Et que ça soit... Pour moi, le fait que ça soit transmis sur Internet me gêne profondément. Les données de santé, c'est quand même les données de santé. Merde. Le patron d'IQVIA, l'interview avec Élise Lucet, elle est gênante. Il est vraiment pas doué en communication de crise. Et encore une fois, si vous savez pas communiquer, juste parlez pas. Ça, il faut que certaines personnes le comprennent. Enfin, à la limite, non, le comprenez pas. Comme ça donne des moments où les personnes arrivent pas à assumer leur business model. Je veux dire, il y a des gens, ils assument même pas que leur business model, il est crado. Qu'est-ce que tu dis, lolilol ? La CNIL fait pas trop son taf. Ouais, on est d'accord, hein. C'est ce que dit le reportage aussi, et donc a priori, c'est le cas, ouais. Ah, t'as bossé pour l'entreprise, lolilol, incroyable. Les données de santé sont dans les hôpitaux, ouais. Mais c'est faux, il n'y a pas à s'opposer aux données dans le cadre d'une relation commerciale si les destinataires sont prévus dans le traitement, et pas besoin du consentement non plus. Bah, ça devrait l'être. Ça devrait l'être, en fait, je trouve. Tu devrais avoir le choix en tant que client, notamment pour des données de santé, de pouvoir t'opposer à ce que ces données soient collectées à des fins mercantiles. Pour moi, c'est absolument logique. Le logiciel qu'on a, c'est si tu veux avoir des infos, genre le prix moyen du produit dans ta région, il faut accepter de donner tes infos, sauf que nous, on a refusé, on pense que c'est pas respecté parce que tu as des labos qui viennent en mode vous avez vendu 1289 ibuprofène en janvier-mai 2021. Justement, ce qui est révélé dans le reportage aussi, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité de bloquer l'envoi des données à l'entreprise IQVIA. Et il y a une coïncidence, c'est que genre, dans les 2 mois qui ont suivi l'enquête de Cache Investigation, les officines ont eu la possibilité sur leur logiciel de bloquer la collecte des données à la demande du client. C'était pas le cas avant. Bref. Et en fait, après, il termine tout le reportage, tout le Cache Investigation sur le profilage prédictif. Donc, c'est pas mal qu'il parle de ça. Le fait que tous vos comportements en ligne vous profilent, en fait. Le fait, par exemple, que vous likez certains trucs va montrer, va vous profiler, va vous déterminer votre personnalité, ce qui est intéressant pour des marketeurs, bien sûr. De avoir ce que vous aimez dans la vie, savoir si vous êtes quelqu'un d'anxieux ou quelqu'un de relax, ça va totalement changer ce qu'on va essayer de vous vendre. Vous êtes anxieux, on va essayer de vous vendre des tisanes, du yoga, de la méditation, des trucs comme ça, du sport potentiellement. Si vous êtes quelqu'un de relax, on va plutôt pas vous faire de la pub sur ces produits-là, typiquement. Tac. Mais par contre, alors voilà, je vais passer à une critique, pour moi la plus grosse critique du documentaire. La plus grosse critique du documentaire, enfin il y a même 2 critiques. La première, c'est que je trouve qu'ils expliquent pas assez bien pourquoi on doit protéger notre vie privée. Ça, c'est un gros manque. Ça manque vraiment d'expliquer que toutes les données qui sont envoyées dans le cloud, sur Internet, c'est des données qui pourraient être utilisées dans le futur, on ne sait pas trop comment. Ça, pour moi, c'est un gros point noir du documentaire. Ça manque vraiment, ce côté, votre vie privée, elle est importante. Là, en gros, on est en mode, votre vie privée, elle est saccagée, machin, mais en fait, on dit pas
En quoi c'est dangereux? Et on sort du documentaire en mode bon, on est déjà dans la merde, voilà, de toute façon, ce que je fais, ça changera rien, balèque. Donc ça, c'est un gros problème pour moi du documentaire. On n'explique pas pourquoi c'est important. On explique tout ce qui va être transmis, on explique tous les... on crée beaucoup d'anxiété, il y a un truc très anxiogène sur vos données, elles sont collectées par des méchantes entreprises. Ok. Pourquoi c'est mal? C'est pas expliqué. Je trouve ça très problématique. Scintiq, Nestor, machin, est erroné. C'est récurrent ce type d'approche, protéger votre vie privée sans expliquer pourquoi. C'est ça, moi j'aurais bien aimé qu'ils parlent un petit peu de vie intime, de choses comme ça. Ils ont un peu, si, il y a un moment où ils ont un peu parlé, je trouve, parce que moi c'est un argument que je trouve assez intéressant sur effectivement la sexualité, sur les choses que vous regardez sur internet liées au sexe. Je vais pas vous faire un dessin, mais d'ailleurs c'est pas forcément que du porno, ça peut être aussi des problèmes de santé. Ça peut être des problèmes de santé sexuelle ou pas, mais c'est des trucs qui sont vachement intimes. Et le fait que ça puisse être collecté, voilà, c'est le genre de truc, t'as pas envie que dans 10 ans, qu'on te ressorte des choses comme ça. T'es un ado, tu découvres ta sexualité, le fait que dans 15-20 ans, tu te lances en politique et que toutes ces données-là ont été collectées, tu te dis, putain, mais ça se trouve, dans 20 ans, le porno que je regardais à 15 ans, on va me dire, tiens, c'est bizarre, à 15 ans, tu regardais ça, c'est quand même chelou, non? Voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que tous ces trucs-là sont pas assez expliqués, je trouve. Ou alors, tiens, mais à 15 ans, t'as regardé un truc de tel parti politique. Donc, à 15 ans, t'étais déjà un méchant gauchias, droitiste, extrémiste, fasciste, libéral, ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tout ça peut être utilisé contre vous dans le futur. Donc moi, je trouve que c'est ça qui est important, et je trouve que le documentaire ne le fait pas. Extrémo-centriste, pas mal. Je trouve que le documentaire ne le fait pas sentir, ça. Moi, ça me pose un gros problème là-dessus. Et, deuxième point, c'est justement cette partie qu'on voit là. Alors, je vais pas vous mettre le son, je vais pas vous mettre beaucoup de secondes parce que j'ai pas envie que sur YouTube, on nous embête avec le replay. Il y a des questions, ils ont fait une petite session de foire aux questions à la fin que je trouve pas mal. Alors, l'idée est vachement cool. Mais ils parlent justement de que pouvons-nous faire pour mieux protéger nos données, blablabla. Et je trouve que les réponses de l'équipe d'Élise Lucet sont vraiment pas suffisantes. En gros, Élise Lucet, elle dit, et son équipe, parce que c'est pas que elle qui a écrit le truc, bien évidemment, Élise Lucet a dit, oui, pour protéger vos données, dès que vous installez une appli, vous refusez de partager le carnet d'adresse. J'ai regardé, j'ai fait... Bah, non, en fait, c'est pas ça, c'est pas comme ça que tu protèges ta vie privée. Ça dépend des applis. Moi, par exemple, sur mon Android dégoogolisé, bien sûr que je partage mon carnet d'adresse avec le service qui permet de synchroniser mon carnet d'adresse. Sinon, ça n'a aucun sens. En fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est que à vouloir donner des solutions trop simplistes, je pense qu'on crée l'effet inverse. En gros, ça veut dire qu'il y a plein de gens, ils vont installer des applis qui sont respectueuses de la vie privée, qui vont pas siphonner les carnets d'adresse, mais ils vont juste pas les utiliser parce qu'ils voient, tiens, ça demande l'autorisation des carnets d'adresse. Donc ça me pose problème. Et surtout, moi, il y a vraiment des trucs en mode, mais pourquoi vous parlez pas de solutions simples type installer Firefox, des extensions, typiquement installer... Bon, alors uBlock Origin, ok, c'est un côté un peu barbu, mais c'est pas compliqué d'installer uBlock Origin en vrai. Et là, je vous le dis, et pourtant je prends un maximum de recul sur le fait que je m'y connaisse un peu en informatique et tout, mais honnêtement, installer Firefox, installer uBlock Origin... paramétrer son navigateur en mode strict, c'est pas des trucs qui sont absolument infaisables. Autre truc qu'ils auraient pu dire, c'est regarder sur l'App Store les informations sur l'iPhone, les informations de vie privée qui sont collectées par les applis. C'est vachement clair en plus ce qu'a fait Apple. C'est pas parfait, bien sûr que c'est pas parfait, mais c'est déjà vachement clair. Ça manque aussi de trucs du genre utiliser des messageries autres que WhatsApp. En fait, il y a plein de solutions simples qui sont pas mentionnées. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue parce que là, en gros, c'est oui, si une appli vous demande le carnet d'adresse, vous la refusez. Ben non. C'est pas vraiment ça, en fait. Ah, attendez, je vais essayer d'avancer un petit peu. Voilà, c'est ici, blablabla, vous refusez, voilà. Et le pire, c'est ça. Si une application vous demande l'accès à vos images, vous refusez. Ben non.
Enfin, si c'est une appli de retouche photo, bien sûr que ça va demander l'accès à vos images. Enfin, c'est bizarre. Voilà, si on vous demande les cookies sur des sites web, vous refusez, ça, à la limite, ok. Mais le problème, c'est que ça résout pas un truc, c'est qu'en fait, quand t'as le panneau pop-up 46 fois, c'est juste trop chiant. Donc d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont rétorqué, qui m'ont dit, oui, tu parles de I don't care about cookies, machin, mais I don't care about cookies, ça accepte les cookies. C'est pas vrai. J'ai regardé sur la page de I don't care about cookies. Ce qui est expliqué sur I don't care about cookies, c'est une extension navigateur. C'est que I don't care about cookies, je l'ai dit 40 fois, je suis désolé, l'extension va, par défaut, essayer de ne pas accepter les cookies. Mais elle le dit, l'extension sur la page, elle dit, elle va au plus simple. Si sur certains sites, c'est pas possible, elle va retirer la pop-up et les cookies vont quand même être placés sur votre navigateur. Voilà, mais l'extension essaye par défaut de refuser les cookies et ça vous permet de naviguer sur Internet sans avoir la pop-up ultra pénible. Et c'est le genre de truc où, vous voyez, si vous dites au grand public, vous installez une extension, vous n'avez plus jamais la pop-up, je vous garantis qu'il y a plein de gens qui vont être très très motivés pour le faire. Pareil, pourquoi ils ne parlent pas de iOS 14 pourquoi ils ne parlent pas du changement sur iOS, le fait de refuser le tracking inter-application? C'est trop dommage qu'ils n'en parlent pas. Parce que ça, c'est un truc qui a un vrai effet sur les données collectées. Ça nullifie les données collectées au point que Mark Zuckerberg, on l'entend claquer des dents d'ici, quoi. Pas du tout d'accord, ce n'est pas le rôle de Cache Investigation d'apprendre ça, c'est une mise en garde qui demande d'aller plus loin. Je suis pas d'accord, Polychrome. Je suis pas d'accord. Alors dans ce cas-là, Cache Investigation n'a pas à faire une session de foire aux questions à la fin. Si tu fais une session de foire aux questions et que tu dis comment mieux protéger sa vie privée et que tu donnes des solutions qui sont trop basiques, tu mets un coup d'épée dans l'eau. Vraiment, ça ne sert à rien en fait. Autant ne pas poser cette question. Vraiment, sinon ça ne sert à rien. Alors après, ils disent un truc que je trouve par contre pas mal, c'est le côté « mettez pas vos vraies infos sur le net ». Ça oui, ça c'est vrai que ça peut être intéressant de pas mettre votre prénom et votre nom, même si en vrai les marketeurs s'en foutent. Pas mettre votre vraie date de naissance, ça c'est vrai, ça peut avoir un petit impact. Et de mettre des emails jetables et des trucs comme ça, ou d'éviter de mettre votre sexe. Mais en vrai, c'est pas les données les plus importantes qui sont collectées. Ça, limite, c'est très accessoire. La date de naissance peut être intéressante, mais il y a tellement de moyens de savoir ce que vous êtes sur Internet qui sont pas votre nom, prénom, date de naissance, sexe. Enfin, genre, on dit maintenant. Donc ça, je trouve ça accessoire. Les réponses trop simplistes, c'est contre-productif. Moi, je trouve ça contre-productif, mais on n'a peut-être pas le même avis. Hein. On a le droit de pas avoir le même avis, quoi. Parler du dernier OS d'Apple ne serait pas assimilé à de la publicité selon le CSA. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils n'ont pas voulu en parler, mais je trouve ça grave dommage. Aiku-san, alors attends, Aiku-san, parce que j'ai vu des gens me dire ça. I don't care about cookies. Tu dis que par défaut ça cache et tout. Attends. Hop, je suis sur le site, ok. Tic. Alors attends. Non mesure de que vous supprimez manuellement en cliquant le bouton j'accepte chaque jour. Cette extension vous enlève dans la plupart des cas. Voilà. Dans la plupart des cas, il ne fait que bloquer ou cacher les fenêtres intempestives liées au cookie. Quand un cookie est nécessaire pour le bon fonctionnement d'un site, il l'acceptera automatiquement. Mais c'est quand un cookie est nécessaire pour le bon fonctionnement d'un site. Dans la plupart des cas, il ne fera que bloquer ou cacher les fenêtres intempestives. Bloquer. Dans la plupart des cas. Je suis d'accord que c'est pas parfait et c'est dommage que ça soit pas du refus automatique. Mais c'est déjà beaucoup plus agréable et I don't care about cookies lié à uBlock Origin te permet de minimiser beaucoup le tracking sur Internet et de retrouver une navigation un peu plus saine. Votre comportement a beaucoup plus de valeur que votre identité. Tout à fait. Je donne des cours pour le commun des mortels qui n'est pas expert et même si comment il sait utiliser son smartphone et PC, vas-y pour expliquer ça dans une foire aux questions TV. Oui, je suis d'accord, Polychrome, mais j'essaye de prendre du recul et de me mettre à la place de monsieur et madame tout le monde. Et je comprends. Mais, en fait, c'est là où, tu vois, à trop simplifier, tu nuis au truc. Parce que si tu dis aux gens n'acceptez jamais de l'autorisation des photos sur votre smartphone, tu bloques 46 000 apps. C'est dommage de ne pas éduquer les gens plutôt à regarder, à s'intéresser... Typiquement, éduquer comme on le fait avec vous, de vous dire, posez-vous la question de quel est le business model d'une application. Tu vois, typiquement, ça aurait été vachement intéressant qu'ils disent, regardez, quel est le business model d'une application, des choses comme ça. Je suis pas d'accord pour niveler par le bas l'éducation. C'est ça que je veux dire. C'est que
Je comprends le fait de vulgariser, mais là, pour moi, en fait, ils ont trop vulgarisé. Et attention, je critique, mais je trouve que 95% du documentaire est vachement bien, et je pense que c'est un super documentaire qu'ils ont fait. Je suis juste un petit peu déçu, effectivement, de la non-explication de pourquoi la vie privée c'est important, et du fait qu'effectivement, cette partie foire aux questions est trop courte. Ce n'est pas trop simplifié, c'est appelé à aller plus loin. Ils n'ont pas dit d'aller plus loin. Ils ont vraiment dit, vous pouvez faire ça. Je suis désolé, Polychrome. Hein. Bon, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, je te fais des bisous. Et en vrai, je suis sûr qu'on se discuterait de ça dans un bar autour d'une bière ou de ce que tu veux. Ça serait cool. C'est juste que là, en live, bah, c'est moins fun parce que bon, voilà, bah, t'es dans le chat, je suis en vocal, c'est plus facile pour moi de réagir, donc c'est chiant, je sais. Je vous propose qu'on passe à la foire aux questions, mais je vais pas tarder à arrêter le stream. Il y a une bonne journée de taf aujourd'hui, donc voilà. Let's go pour la petite FAQ, puis on peut continuer de parler de ça et on va arrêter à la demi. Les bars sont fermés, ah non, c'est bon. Et oui, maintenant ça marche. Mais de toute façon, moi, je ne sors pas dans un bar avant d'être vacciné. Voilà, clairement. J'ai bien aimé ta dernière question parce que c'est exactement ce que j'ai pensé. Devoir s'inscrire sur le site pour mater le docu, j'ai trouvé ça ironique. Ouais, après, pour le coup, France TV, ils ont fait un super moment aussi où ils expliquent ce qu'ils collectent sur vous, sur le fait que vous pouvez le refuser sur France TV. C'est pas mal. En vrai, ils ont fait un bon taf pour expliquer eux-mêmes leur business model. Moi, ça m'a pas choqué. Puis au pire, tu mets un email poubelle, tu vois. Enfin, non, ça me choque pas. Bonjour Guillaume, complètement d'accord avec ton analyse. Mais merci Tom. Oui, j'ai vu ton message, Polychrome. En vrai, je t'aime aussi. Mais oui, on se fait des bisous. En vrai, on se clash un peu, mais c'est rigolo. Moi, je pense qu'on devrait commencer par être cohérent. Bon, on est cohérent, non? Il y a d'autres sujets, les données publiques personnelles, par exemple les articles de presse, les décisions de justice. Il y a un milliard de sujets, bien sûr. Voilà, mais je trouve que globalement, vraiment, j'ai beaucoup critiqué la fin du documentaire, mais je trouve que globalement, ils ont fait un super taf. Cache Investigation. Je trouve que c'est un documentaire qui peut être super intéressant à montrer aux gens autour de vous, pour montrer justement que les données personnelles, c'est un sacré business et que c'est très opaque. Même illégal hein, dans certains cas, certaines entreprises voilà, collectent encore aujourd'hui de façon très 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 chill. Le RGPD a un peu foutu un coup de pied. On verra comment ça évolue, mais il y a encore beaucoup de problèmes là, niveau vie privée, hein, niveau collecte. Ah oui, Coin que t'avais posé cette question, c'est vrai, et on va terminer là-dessus, je pense. Un peu hors sujet, mais tu penses quoi du fait qu'Epic force Apple à s'ouvrir à d'autres magasins d'applications alors qu'Apple fonctionne quand même grâce à son système fermé? Je trouve triste, perso, qu'une entreprise ne puisse plus faire à sa manière et qu'elle soit forcée à faire X choses quand ça plaît pas aux autres, alors que Epic pourrait juste se barrer typiquement. Ça mérite une tartine entière, ça. C'est le problème de la... Le problème, si tu veux, Coinc, c'est que sur un système d'exploitation mobile, quand tu n'as qu'un seul moyen d'installer des apps, ça crée vite des situations anticoncurrentielles. Typiquement, donc Apple prend 15% ou 30% en fonction sur tout ce que tu fais sur une appli, enfin quand tu achètes des trucs. En fait, ça crée une grosse anticoncurrence sur par exemple Spotify et Apple Music. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu t'abonnes à Apple Music, tu payes 10 € par mois à Apple, Apple chope 10 € par mois. Quand tu t'abonnes à Spotify via un appareil iOS, Apple prend 3 € et Spotify garde 7 €. Enfin, Spotify prend 7 € et en gros, sur 10 €, t'en as 3 qui vont à Apple. Donc ça crée des situations, comme tu n'as qu'un seul store, t'as Apple, qui est un concurrent lui-même de plein de services qui sont proposés sur l'App Store, qui va pas payer sa propre taxe. Donc c'est là où il y a des lois qui devraient être intéressantes à mettre sur le fait que il faut que Apple, peut-être que les 30% ou les 15% qu'Apple prend, qu'il les paye peut-être à l'État quand il y a des situations de concurrence comme ça. Enfin, il y a plein de choses à étudier. À Spotify de faire des smartphones, alors non, semi-troll, on est d'accord. Parce que tu peux pas être sérieux en disant ça, parce que faire un smartphone, ça demande des ressources monstrueuses. Donc non, il y a un problème d'anticoncurrence, très honnêtement. Allez, on va terminer là-dessus. On va terminer avec juste quelques annonces. À 18 h, vous avez le live contributeur. C'est important de rappeler pour le live contributeur
que, écoutez-moi bien. Guillaume a aussi... Non, j'ai pas oublié. Twitch ne nous permet plus d'envoyer des emails. Avant, vous aviez des emails qui vous rappelaient le live contributeur du jeudi. Live privé, uniquement pour les personnes qui contribuent à la chaîne, qui nous permettent de faire vivre la chaîne, de payer les salaires et tout ça. Donc pour ça, c'est soit des sub Twitch, soit du Patreon, soit des YouTube sponsors, mais on vous déconseille YouTube sponsors. Patreon et Twitch, c'est le mieux, très honnêtement. Twitch, avant, on pouvait vous envoyer un email pour vous donner le lien du live contributeur. Ce n'est plus possible, Twitch a complètement bloqué le truc. Il faut que vous rejoigniez notre Discord ou que vous souscriviez à Patreon pour 1 € par mois. C'est aussi une façon simple d'avoir le mail. Mais sinon, Discord, c'est le mieux. Discord, on vous publie le lien pour écouter notre live privé où on parle de plein de trucs privés par rapport à Nowtech et il y a moins de monde, on est moins d'une centaine de viewers en général. Donc voilà. Merci Polychrome pour ton abonnement. Tu auras accès au live contributeur. Merci à toi. Donc voilà, très important d'aller sur le Discord et de rejoindre le Discord et de faire la connexion entre Twitch et le Discord pour avoir le lien. Voilà, ça c'est très important. Rendez-vous 18h pour le jeudi contributeur. Rendez-vous demain matin 8h pour le mug avec Jérôme. Je crois que j'ai fait le tour des annonces. Rappelle aussi WWDC le 7 juin, on sera avec Micode et Corben. Merci à 9web pour vos réabonnements. Vous aurez accès au live contributeur, ça régale. Prenez votre rendez-vous donc pour le lundi 7 juin 2021. On fait la WWDC avec Micode et Corben, comme je viens de le dire. Voilà, bloquez-vous la soirée si vous voulez être avec nous. Ça va être une grosse soirée. On a pris Micode et Corben parce que des gens les aiment beaucoup. Et d'autant plus parce que c'est des devs. Donc on va parler un petit peu des annonces d'Apple justement dans ce contexte développement. Et ça va être très chouette. Donc voilà, on vous fait des bisous. À la prochaine. Merci d'avoir écouté le mug. Et ciao. Et on va raider. Et je vais faire un raid pendant le générique.